Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un improbable paysage. Bienvenue en Namibie. Regardez, des maisons de style bavarois, alors que nous sommes en Afrique, à Luderitz, petit port de pêche très touristique dont la rue principale s'appelle Bismarckstraße. Architecture, gastronomie, 3 décennies de colonisation allemande ont laissé des traces, bien sûr, en Namibie, où des voyageurs rapportent même avoir goûté de la choucroute à la saucisse d'antilope. Plus sérieusement, la Namibie invite au voyage, entre montagnes et déserts, plages somptueuses et parcs animaliers, mais c'est surtout à son double passé colonial douloureux que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Du génocide Herero et Nama, perpétué par l'Empire allemand, à la politique d'apartheid conduite ensuite par l'Afrique du Sud, la Namibie, une double mémoire coloniale, longue et complexe qui, on va le voir, a laissé des traces. Bienvenue donc en Afrique australe, en Namibie, 825 000 km², le pays tire son nom du désert du Namib. Cette zone aride s'étend le long de l'océan Atlantique sur plus de 1500 km, de l'Angola au nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Un second désert occupe l'est du pays, c'est le désert du Kalahari, qui couvre une large partie du Botswana. Entre ces deux déserts, dans le plateau central, se trouvent les terres arables. Sur ses bordures occidentales, les montagnes du Grand Escarpement séparent presque le pays en deux. Enfin, au nord-est, se trouve la bande de Caprivi, un long corridor donnant accès à la Zambie et au Zimbabwe. Sa forme singulière résulte des rivalités coloniales entre Allemands et Britanniques, on y reviendra. En raison de cette géographie désertique dominante, la Namibie, avec plus de 2,5 millions d'habitants, a l'une des plus faibles densités au monde. Les Namibiens se concentrent essentiellement dans la partie nord du plateau central, dans sa capitale, Windhoek, et la bande de Caprivi. La population namibienne est très diverse. Ce sont les peuples bantous qui dominent. Ils se répartissent en 4 ethnies principales, les Ovambo, les Herero, les Kavangos et les Kwambi. Viennent ensuite les peuples coïssants. 6,6% de la population est d'ascendance européenne, afrikaner et allemande, et quelques 5 à 7% sont métis. Les Namibiens sont à 80% chrétiens, en majorité protestants, et 20% animistes. Alors pour mieux comprendre cette diversité, il faut bien sûr revisiter l'histoire de la Namibie. Datant de 2500 avant notre ère, dans les cavernes de Tweefelfontein se trouvent des peintures rupestres attribuées à des peuples nomades, les ancêtres présumés des populations San. Vers le IXe siècle, les San sont repoussés par les Khoikhoi, puis au XVIe siècle arrivent les peuples bantous, dont les fameux Herero. En 1486, les Portugais débarquent à l'actuel Cape Cross, mais sont arrêtés par le désert du Namib, qui constitue une véritable barrière pour les explorateurs. Il faudra attendre la fin du XVIIIe pour que des marchands et des missionnaires allemands et finlandais pénètrent le pays. Ce sont les prémices de la colonisation allemande de l'actuelle Namibie. Cette colonisation sera brève et violente, voici son histoire. En 1871, le nouvel empire allemand du chancelier Bismarck a pris du retard dans la course à la colonisation de l'Afrique. Bismarck favorise alors les initiatives privées, comme celle du négociant Adolf Luderitz pour l'exploitation minière, en échange de la protection et du monopole commercial accordé par le Reich. Ce modèle de protectorat est appliqué dès 1884 au sud-ouest africain, puis à l'Afrique orientale allemande, au Cameroun et Togoland, tandis que Bismarck organise à Berlin une conférence où les empires européens tentent d'établir des règles pour la colonisation de l'Afrique. La colonisation du sud-ouest africain, c'est-à-dire la future Namibie, a du mal à se mettre en place en raison de la résistance des populations autochtones, les Herero puis les Nama. Des troupes allemandes débarquent, les Herero sont peu à peu spoliés de leurs terres et soumis aux travaux forcés. Une révolte éclate en 1904. Les troupes allemandes reçoivent l'ordre de tuer sans distinction hommes, femmes et enfants. Dans les camps de concentration, notamment à Windhoek, Swakopmund et Shark Island, les prisonniers Nama et Herero sont éliminés par le travail forcé. En 4 ans, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama sont exterminés. Ces massacres sont considérés comme le premier génocide du XXe siècle.
Les Allemands vont mettre en place une zone de la police. Les populations indigènes sont reléguées dans les zones les moins fertiles et le nord du pays. En 1913, la colonie compte près de 15 000 individus et suite à la découverte de mines de diamants près de Lüderitz, l'économie locale commence à se développer. Aujourd'hui encore, des traces de ce passé allemand sont toujours visibles à travers, on l'a dit, le patrimoine architectural comme ici à Swakopmund, mais aussi avec cette mémoire douloureuse du génocide Herero et Nama. Mais revenons à la Première Guerre mondiale. En février 1915, la colonie allemande est envahie par les forces de l'Union sud-africaine, alors dans le giron britannique. Mais il faudra attendre 1949 pour que le territoire soit de facto incorporé à l'Union sud-africaine et se voit appliquer la politique d'apartheid. Le pays est ainsi organisé en homeland autonome, réservé aux populations noires, tandis que les Blancs contrôlent le reste du territoire. Début 1960, la décolonisation s'amorce enfin sur le continent. Un mouvement de libération nationale est créé, le SWAPO. Il bénéficie du soutien de certains pays africains, de l'URSS et de la Chine. Mais avec la guerre froide, le bloc occidental va empêcher les revendications du SWAPO d'aboutir. De fait, l'Afrique du Sud apparaît alors comme un rempart contre l'expansion communiste en Afrique australe. Tournant en 1975, le mouvement populaire de libération de l'Angola accède au pouvoir, soutenu par l'URSS et par Cuba, et le pays devient alors la base arrière de ceux qui veulent l'indépendance de la Namibie. En réaction, l'Afrique du Sud envahit le sud de l'Angola, un conflit qui va durer jusqu'au cessez-le-feu en 1988. L'Afrique du Sud se retire alors de la Namibie, c'est enfin l'indépendance du pays en 1990. Le leader du SWAPO, Sam Nujoma, est élu président de la République. Voilà, entre la brève et violente colonisation allemande, puis les 75 ans d'administration et d'exploitation de la Namibie par l'Afrique du Sud dans une logique d'apartheid, tout cela, bien sûr, a laissé des traces tant au niveau économique, social qu'en politique étrangère. Alors justement, regardons maintenant comment fonctionne aujourd'hui cette Namibie enfin devenue indépendante. En raison de son histoire coloniale, l'économie de la Namibie dépend avant tout de l'exploitation de ses ressources minières. Le pays dispose d'importantes réserves d'uranium dans la région industrielle d'Erongo, quatrième producteur mondial. L'exploitation est opérée par de grandes compagnies internationales. Depuis son port de Walvis Bay, la région dispose d'un hub qui dessert les pays d'Afrique australe grâce à son bon réseau routier et ferré issu de la colonisation. Dans une zone interdite au public, c'est l'exploitation du diamant qui domine à l'embouchure du fleuve Orange. Les diamants qui représentent environ 50% des revenus de la Namibie à l'exportation. Le pays dispose par ailleurs d'une vaste zone économique exclusive, riche en ressources minérales et énergétiques, et la pêche représente une part importante des exportations. Quant à l'agriculture, elle se concentre dans les régions du nord, les plus arrosées, tandis qu'ailleurs domine l'élevage de bovins et d'ovins. Héritage de l'apartheid, au nord, on trouve de petites exploitations vivrières, tandis qu'au sud, on remarque les grands ranchs des fermiers blancs. Et au milieu du pays, Windhoek, la capitale, est le centre économique de la Namibie. Avec près d'1 million de visiteurs étrangers par an, le tourisme représente le 3e secteur économique du pays. Le pays qui dispose, il faut le dire, de sites naturels grandioses et d'une faune préservée dans des parcs naturels. Mais malgré ces atouts, la Namibie connaît aujourd'hui plusieurs faiblesses. D'abord, son économie est peu diversifiée. La chute des cours du secteur minier et une sécheresse persistante ont affecté son PIB et provoqué une augmentation du chômage. Socialement, la Namibie se classe parmi les 3 pays les plus inégalitaires au monde, avec l'Afrique du Sud et le Botswana, tous 3 ayant connu l'apartheid. Comme ces pays, la Namibie est fortement touchée par l'épidémie du sida, avec un taux de prévalence du VIH de 5,3% de la population des 15-49 ans en 2018. La diplomatie de la Namibie est elle aussi empreinte de son histoire coloniale et n'échappe pas à la domination sud-africaine qui a longtemps été son premier partenaire commercial. Mais depuis 2018, c'est la Chine qui est devenue son premier partenaire économique.
La Chine y exploite la deuxième plus grande mine au monde d'uranium et investit dans l'aménagement du port de Walvis Bay et de l'aéroport de Windhoek. La Chine détient 8% de la dette étrangère namibienne en 2018. Plus de 40 000 Chinois résideraient par ailleurs en Namibie. L'Union européenne, enfin, est aussi un important partenaire économique. Et l'Allemagne entretient toujours des relations privilégiées, mais complexes, on l'imagine, avec la Namibie en raison de son histoire coloniale et du génocide. Et voilà pour ce voyage en Namibie, pays étonnant et singulier avec ce double et long passé colonial allemand et sud-africain qui laisse derrière lui des traces douloureuses, on l'a vu. D'abord et surtout avec la mémoire du génocide des tribus Herero et Nama. Désormais, il faut le savoir, Berlin reconnaît sa responsabilité dans ce qu'on considère comme le premier génocide du XXe siècle, mais Berlin n'a pas encore présenté ses excuses. En Allemagne, quatrième empire colonial jusqu'en 1919, le travail de mémoire sur la colonisation est toujours en cours. Pour aller plus loin, cette hors-série du Monde, l'Atlas des Afriques, 6000 ans d'histoire, 200 cartes pour s'arrêter sur les grands enjeux d'une Afrique émergente. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt.